Paris 3. Il a développé une discipline, l'islamologie appliquée, on va débattre autour de cette discipline. Qu'il enseigne d'ailleurs dans diverses universités en Europe, notamment à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et à l'Institut Ismaili en Angleterre, bien sûr aux États-Unis à l'Université de Philadelphie, Princeton. À partir de ce fort, il a publié beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'études sur le monde musulman notamment. En français, deux épîtres de Miskawaya en 1961, aspect de la pensée islamique classique 63, l'humanisme arabe d'Oxygouas en 1970, Akayani Atas Idlan beaucoup de publications, l'islam, religion et société en 1980, religion et laïcité, une approche laïque de l'islam 1989, lecture du Coran 1982, l'islam moral et politique, UNESCO 1986, et plus récemment bien sûr vous avez de Manhattan à Bagdad, au-delà du bien et du mal 2003, combat pour l'humanisme au contexte islamique Paris 2002, penser l'islam aujourd'hui 2002, et une pensée maghrébine. Bien sûr, il y en a d'autres publications en arabe, en néerlandais, en anglais. On ne peut pas citer tout, mais bon, voilà, ne serait-ce que brièvement. Tout d'abord, un Sophie-Sek, Nassim Ahmed Alkoun, bienvenue. Merci beaucoup. Peut-être j'ai oublié des choses. Ah ben, c'est pas la peine de tout dire aujourd'hui, parce qu'on est là pour essayer de parler aux téléspectateurs d'un sujet qui n'est pas très connu, bien que tous les Algériens se disent farouchement musulmans, y compris les Kabyles, bien sûr. Je dois attirer l'attention sur le fait qu'on peut être musulman, c'est-à-dire pratiquer la religion musulmane, faire ses prières, aller au pèlerinage, obéir aux lois, la loi musulmane, la charia, et en même temps être ignorant de la pensée islamique. Parce que les musulmans réfléchissent aussi. Ils ne répètent pas seulement ce qu'on leur enseigne à la mosquée, au sujet des croyances, ou bien ce qu'on peut leur enseigner aussi dans un certain nombre d'instituts, même de facultés, dans les départements où ils ne répètent pas seulement ce qu'on leur enseigne à la mosquée, au sujet des croyances, ou bien ce qu'on peut leur enseigner aussi dans un certain nombre d'instituts, même de facultés, dans les départements ou dans les facultés qu'on appelle Kulliyat Sharia, c'est-à-dire les facultés où s'enseigne la Sharia. Alors, quand on dit la Sharia, on la confond avec le fiqh, par exemple. Parce que la Sharia, ce n'est pas la même chose que le fiqh. Le fiqh, c'est la connaissance des textes sacrés, la capacité de comprendre les textes sacrés, de façon que le juriste puisse énoncer des normes juridiques en se servant de ces textes sacrés, ce qui implique la connaissance de la grammaire arabe, la connaissance de la langue arabe. Ce sont des connaissances précises et le fiqh donc plante sur des connaissances techniques qu'on peut appeler des connaissances scientifiques. Tandis que la charia, elle réfère à une croyance. La croyance que Dieu a parlé et que le Coran est la parole de Dieu et que cette parole-là nous enseigne beaucoup de choses, mais il faut la décrypter, il faut l'interpréter, il faut en faire l'exégèse. Alors vous voyez, là, ça fait une très grande différence. Mais couramment, en arabe, en kabyle aussi, on dit sharia. On dit d'introduction. Alors, premier volet de l'émission,
بسبب رسمية بيتمثل الأخلاق والجوري توريث منهم كانت أعمال مستعدة تشويق عام سرسك بالسوفينير avec le Namria Théorisme, qui est une étude à la fois antique, un ouvrage beaucoup de l'entrée, mais aussi des souvenirs qui remontent très très loin aux années 50. Ça remonte aux années 50 et même 40, durant mon enfance et mon adolescence. J'ai grandi effectivement dans le village de Taouet-Kméni, Bignani. Et Bignani, c'est 5 villages qui sont groupés sous le nom générique de Bignani. Et Taouet-Kméni est particulièrement connu parce que c'est le village où a été créée la première école primaire par les Français en 1880 ou 81, c'est-à-dire ça a été créé par Jules Ferry au moment où la Troisième République française lançait en France elle-même tout le programme de l'école laïque. La laïcisation de l'enseignement en France s'est faite à partir de la Troisième République. Alors, il faut savoir donc que Taouet-Kméni a été traité en quelque sorte exactement sur le même pied d'égalité que tous les petits villages français qui ont reçu leur école primaire, qui ont eu leur école primaire, avec le nouveau système d'enseignement français qui est un système d'enseignement laïque. Et c'est ce qui explique qu'à Taouet-Kméni ont été formés de nombreux instituteurs, de Bignani, Kabyle, qui sont allés faire des stages à l'école normale de Bouzaré à Alger. Et ce sont les premiers instituteurs qui ont encadré l'enseignement primaire qui était encore faible, bien sûr, dans les années 40 et 50, mais tout de même, c'est un moment de l'histoire de l'Algérie extrêmement important. Et il est regrettable que l'expérience de Taouet-Kméni n'ait pas été faite de très nombreux villages en Algérie, parce que l'Algérie aurait découvert la modernité par l'école laïque. La France est entrée dans la modernité grâce à la pensée laïque et à l'école laïque qui, pendant toute la Troisième République, a couvert la totalité du territoire français par des écoles primaires, des écoles normales d'instituteurs et des écoles normales supérieures comme la Rubine. Et ça a été vraiment une très très grande œuvre de modernisation de la pensée et de la culture. Et c'est pour cela qu'il y a un certain nombre de Kabyles qui ont profité de cette possibilité d'aller à l'école. Je me souviens, mon père qui est né en 1890 et qui a vécu longtemps, il me parlait de monsieur et madame Verdi. C'est le nom du premier instituteur nommé à Taouet-Kméni. Il a été lui-même en 1890, il a été lui-même dans cette école primaire. Et il nous parlait de ça avec une mémoire enflammée. Oui, en fait, on vise des souvenirs. Alors, en 1950, durant les années 50, vous avez votre agrégation de langue arabe et on vous a proposé bien sûr, maintenant il faut que vous animez une conférence sur la langue, ça c'est la vie, etc. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'école? Oui, ben ça c'est un souvenir d'ordre anthropologique, l'anthropologie de la Kabylie, c'est-à-dire les origines culturelles et les mécanismes sociaux qui font marcher l'ordre social et politique dans la Kabylie. La Kabylie a vécu de façon autonome. Même par rapport au régime colonial français, la Kabylie a été autonome puisque, par exemple, à Bignani, nous n'avions pas du tout ni police, ni gendarmerie, ni perception de l'impôt, c'est-à-dire tous les attributs de l'État n'existaient pas. Et l'école que j'ai signalée tout à l'heure, l'école, c'est l'école, c'est pour apprendre, ça n'est pas pour exercer le pouvoir. Donc, on vivait avec des régimes de type municipal. Le village est géré par l'assemblée du village, et à 14 ans, ma mère m'obligeait, parce que mon père travaillait en Oranie,
et j'étais le fils aîné, le seul garçon de la famille, et m'obligeait à aller assister, j'étais tout gosse, assister à l'assemblée de village, je me rappelle,